Stéphane Bou, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes directeur associé senior chez McKinsey. Vous pilotez le pôle de compétences digitales en France, ainsi que Quantum Black, son centre d'excellence en data analytics et en intelligence artificielle de pointe. Alors avec une expérience de plus de 30 ans dans les technologies de l'information, acquise en tant que DSI, intégrateur et de solutions et consultant en stratégie, vous accompagnez, vous, des entreprises industrielles, commerciales sur l'ensemble de ces aspects de transformation digitale. Ces grands groupes que vous accompagnez, est-ce qu'ils ont mis, selon vous, la data, ça y est, au centre de leur stratégie? Bonjour. Alors 30 ans d'expérience dans la technologie, ça peut faire un peu dinosaure quand même, hein, mais effectivement, je travaille maintenant beaucoup dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, pour faire simple, on peut considérer que l'exploitation avancée de la donnée dans les entreprises se décline à 3 niveaux. On a le pilotage de la performance, qu'on appelait classiquement business intelligence, reporting, l'optimisation du cœur de métier de l'entreprise, et c'est là que commence à intervenir l'intelligence artificielle. Et puis le 3e niveau, c'est la capacité à développer de nouvelles sources de revenus via de nouveaux produits, de nouveaux services, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Bien évidemment, la très grande majorité, pour ne pas dire la totalité des entreprises, ont atteint le niveau 1, qui est d'ailleurs continuellement en amélioration grâce aux nouveaux outils de visualisation de données. Dans notre dernière étude qu'on produit chaque année sur l'état d'adoption de l'IA, on observe que 55% des entreprises ont maintenant commencé à déployer l'intelligence artificielle dans au moins une fonction. Donc le niveau 2 est atteint par, on va dire, plus de la moitié des entreprises. Moins de 5% des entreprises ont atteint le niveau 3. On est encore aujourd'hui focalisé sur l'utilisation de l'IA pour optimiser le cœur de métier. Quand on creuse un petit peu plus spécifiquement la question de l'intégration de l'IA dans la stratégie de l'entreprise, ce qu'on voit, c'est que d'un côté, les entreprises ont clairement fait le pas pour mettre en place tous les prérequis, que ce soit la gouvernance de la donnée, la mise en place d'une plateforme pour collecter et stocker la donnée, ou encore un certain nombre de prérequis organisationnels et en matière de talent. Par contre, l'approche d'identification des cas d'usage reste encore très empirique, très bottom-up, ce qui peut conduire parfois à une fragmentation des investissements dans l'IA. Et seules quelques entreprises ont réussi à vraiment avoir une approche très stratégique où les investissements sont focalisés sur un nombre de sujets limités, où là, par contre, on met le paquet. Oui, c'est intéressant. On peut peut-être compléter cet état des lieux avec l'observatoire que vous avez piloté, avec IDC, Observatoire de la maturité data des entreprises en France. C'est ça. Alors, plein de conclusions intéressantes. D'abord, sur la maturité, on retrouve effectivement globalement les mêmes chiffres. Ce qui est marquant, c'est que quand même, on retrouve 96% de décideurs qui nous disent qu'ils veulent mettre une grande priorité à la data analytique et qui en comprennent l'intérêt pour le business. Mais pour autant, effectivement, la maturité ne décolle pas vraiment. On ne voit pas cette transformation. Je pense qu'on va beaucoup en parler par la suite. Mais c'est révélateur qu'il y a une véritable transformation de l'entreprise qui doit s'engager et qu'il y a des questions culturelles. Ça va être sur le long terme. Je rejoins complètement ce que tu disais. Et que du coup, il va falloir s'accrocher pour le mener à bien. Autre point à retenir, je crois, de cette étude, les 2 principaux freins finalement que rencontrent les entreprises dans l'exploitation des données. Le premier, c'est l'accès aux données. Et ça doit vraiment faire réfléchir tous ceux qui travaillent sur des plateformes, et je sais que vous êtes nombreux dans la salle, sur la façon dont on va ouvrir les données dans l'entreprise. Je crois qu'on aura l'occasion de reparler du data mesh un petit peu plus tard. C'est un peu votre spécialité en plus, Mick. C'est un modèle auquel je crois très fortement, et je pourrais expliquer pourquoi effectivement, pour la transformation de l'entreprise. Et seconde chose, la qualité des données est le second frein. Et là, je pense on sera tous d'accord pour dire qu'on est face à un fléau, face à un poison, littéralement dans l'entreprise, et qu'à la data et à l'analytique, on est au bon endroit pour mesurer à quel point ce poison est néfaste, mais on n'est pas au bon endroit pour améliorer la qualité des données. J'ai vu une étude de McKinsey, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, qui indique que la qualité des données fait perdre 30% du temps de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. C'est comme si on perdait 30% de productivité dans l'ensemble des fonctions, dans l'ensemble des process, dans tout ce qui est fait dans l'entreprise à cause de problèmes de qualité de données qui sont constatés uniquement à l'analytique et rarement assez bien descendus, assez bien corrigés dans les chaînes opérationnelles de l'entreprise. Donc on est face à un fléau où là, il va falloir vraiment se retrousser les manches et prendre des solutions un peu plus sérieuses que celles qui ont été faites jusqu'à maintenant dans bon nombre d'entreprises, y compris des grandes entreprises. C'est un point de vigilance, un point d'organisation aussi. Mais avant peut-être de parler de l'organisation, sur ce sujet de l'acculturation, ça commence déjà par là, j'imagine, hein, Claire?
Alors oui, je pense que le premier levier, c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est acculturer les membres du COMEX, les managers, les directeurs. Nous, on l'a fait, on a décidé de monter un programme de formation sur 4 masterclass pour tous les membres du top management de Suez il y a quelques années. Et on a invité des gens à venir prendre la parole parce qu'ils écoutent plus les gens de l'externe que de l'interne. Et ça a très bien marché, ça a débouché sur des sujets de mise en place d'organisation de gouvernance. Donc ça, c'est le côté moins sexy de la data, mais, et aussi des pilotes de projets d'IA au service de l'amélioration de la performance. Ça a été vraiment un déclencheur pour engager ce petit début de transformation. Et on doit acculturer qui? Le COMEX, c'est tout, Guiraud ou... Alors pas seulement, effectivement, il faut acculturer tout le monde, j'ai envie de dire. En premier lieu, les gens dans les métiers, puisque c'est bien eux qui vont être transformés par ces technologies de l'intelligence artificielle. C'est eux qui connaissent leur processus, qui savent où l'intelligence artificielle pourra être intégrée le plus intelligemment. Donc c'est eux qu'il faut former et sensibiliser. Et puis aussi tout le monde, puisqu'on est tous producteurs et consommateurs de données. Oui, et notamment pour s'assurer de la qualité de la donnée. Tout à fait, ouais. Oui. Donc savoir bien consommer la donnée, savoir bien la produire, la conserver. Et évidemment, je n'oublie pas de citer nos personnes de l'IT qui sont évidemment instrumentales, pardon pour l'anglicisme, dans ce sujet-là, puisque évidemment ils stockent et ils traitent les données. Alors on part du principe que c'est super important, mais on peut peut-être quand même se poser la question, pourquoi on y va? Pourquoi on va se lancer dans cette aventure Big Data IA? Est-ce que la réponse d'ailleurs est la même pour toutes les entreprises, Mick? Peut-être juste pour réagir sur ce qui a été dit avant, si on peut. Je peux oui, bien sûr. Ah super, je n'osais pas trop, mais finalement j'y suis allé. Il y a un point clé dans le changement de culture qu'on réalise, je crois, trop peu et qui pourtant est répété depuis hyper longtemps, c'est la manière dont on prend les décisions dans l'entreprise. On parle de décisions data-driven, donc des décisions amenées par la data. J'ai une image que j'amène souvent, que vous avez peut-être vu passer sur Internet, un peu un mème, on parle du syndrome HIPPO. Le syndrome HIPPO, c'est la manière dont on prend les décisions dans l'entreprise. Et HIPPO, c'est l'acronyme de Highest Paid Person's Opinion. Donc quand on doit prendre une décision, soit on est en capacité à la prendre nous-mêmes, soit on remonte dans la chaîne hiérarchique vers des gens globalement mieux payés. Et à chaque strate, on prend la décision avec notre affect, notre humeur du moment, notre vision stratégique, donc là où on a envie d'aller, pas forcément là où il faut aller, etc., etc. Regardez le Covid. Crise du Covid, on est dans le noir. Il faut prendre des décisions à la hâte, parfois radicales, et jusqu'à ce qu'un beau matin, il y ait un data scientist qui se réveille et qui dise « Tiens, et si on drivait les décisions par de la data ?» et qui crée Covid Tracker. Et d'un coup, il rend ces données disponibles pour tous les preneurs de décision, les politiques, mais aussi dans les hôpitaux, etc. Et ça a totalement changé la manière dont on a pris toutes les décisions liées à cette crise du Covid. Dans l'entreprise, il faut qu'on parvienne à faire pareil, et je pense qu'il y a beaucoup trop de décideurs qui ne réalisent pas encore, qui n'ont pas cette prise de conscience, certainement par des biais qu'on a tous, mais que leurs décisions sont trop peu éclairées par des données concrètes. Donc ça, c'est pour le changement de culture. C'est pas très loin de ma question sur le pourquoi, parce que ça peut pas être une simple injonction non plus. Non, effectivement. Donc pourquoi c'est cette transformation pour une meilleure prise de décision partout? Déjà, c'est un premier élément. Pourquoi? Parce qu'il y a une valeur gigantesque. On parle, avec l'exploitation des données par les IA, et pas seulement par l'IA générative, d'une augmentation du PIB qui pourrait aller jusqu'à 25% du PIB mondial. L'IA va créer jusqu'à 25% de valeur en termes de PIB mondial. Chaque entreprise, vous tous dans la salle et toutes celles qui sont avec nous en direct par le live, etc., peuvent tous prendre une partie de cette valeur-là. C'est phénoménal. Et quel décideur pourrait se dire « Non, il y a une valeur énorme, mais je ne veux pas y aller ». Un autre chiffre, les entreprises dites data leader, dans une étude, donc celles qui exploitent le mieux la data, ont augmenté leur profitabilité de 22%. Quand je vous parle de profitabilité, c'est d'EBITDA, c'est la marge finale de l'entreprise, de 22% par rapport aux entreprises qui exploitent la data de façon moyenne. Et face à ça, une autre étude d'IDC qui date de 2020, mais il y a des chances que la situation ne soit pas énormément améliorée, seulement 30% des données sont exploitées dans l'entreprise. Donc, on a énormément de données, on a une valeur phénoménale, jusqu'à 25% du PIB, et on n'en exploite que 30% de cet actif. Je pense que l'exploitation, une fois posée comme ça, elle est très claire. Et ensuite, il faut se tourner vers les usages. Alors les usages, je vais vous en citer à l'appel, je peux vous en citer des centaines d'entreprises qu'on accompagne.
une grande maison de champagne qui améliore la qualité du champagne grâce à la data, un projet dont on est évidemment très très fier. Une entreprise qui met en place un moteur de recommandation qui améliore de 35% les ventes rebonds en rebond d'un centre d'appel, qui n'est pas un centre d'appel commercial de surcroît. Une entreprise qui met de l'IA générative pour apporter des meilleures réponses à des problématiques techniques dans un SAV qui est extrêmement complexe, qui augmente la productivité de 20% et qui baisse le turnover de ses employés de 15%. Ça, c'est inattendu. On parlait d'emploi tout à l'heure. Ouais. Vous voyez, quand on met les bons outils, les gens restent. C'est l'inverse, là, qui s'est produit. Et je pourrais vous citer encore des dizaines et des dizaines d'exemples comme cela. Donc, il y a de la valeur. Ça se voit dans les chiffres au niveau macro. Ça se voit au niveau micro dans toutes les entreprises qui s'y lancent. Et c'est ça dont il faut constamment faire la preuve dans nos métiers. Alors, on n'y va pas non plus parce que c'est un effet de mode. Les IA génératives, là, tout le monde en parle, tout le monde veut se les approprier, on ne sait pas trop pourquoi, qu'est-ce qu'on va en faire. Mais est-ce que ça rebat quand même les cartes des stratégies digitales et data, ces IA génératives? C'est une très bonne question. Juste pour donner un ordre de grandeur, hein, l'IA, on estime le potentiel de création de valeur à l'échelle mondiale aux alentours de 20 trillions de dollars. L'IA générative devrait amener 4 à 5 trillions supplémentaires. Oui. C'est l'équivalent du PNB du Royaume-Uni. Donc ça donne déjà un ordre de grandeur de ce que ça représente. Donc on est bien au-delà d'un gadget. On est sur un levier de création de valeur majeur. C'est un levier de création de valeur qui a commencé aujourd'hui à être adopté de façon extrêmement rapide. Dans la dernière enquête qu'on a menée, 80% des dirigeants d'entreprise nous expliquent avoir déjà été confrontés à des outils d'IA générative. Alors confrontés, ça veut dire qu'ils en ont vu, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils les ont déployés dans leurs entreprises, mais ça prouve qu'il y a déjà une prise de connaissance une curiosité en tout cas. Une curiosité. Oui. Et on a près de 20% des entreprises qui ont commencé à implémenter des premiers cas d'usage, sachant que quand on creuse un petit peu, on voit que parmi ces cas d'usage se distinguent finalement 3 grandes familles. Tout ce qui tourne autour du marketing, avec de l'hyper-personnalisation, ou par exemple de la création de contenu, tout ce qui tourne autour de la R&D, de l'accompagnement au développement de produits, et puis enfin tout ce qui tourne autour des services desk, des call centers, des centres d'appel, etc. Donc c'est vraiment les 3 grandes familles de cas d'usage qui émergent, côté business. Et on voit également une 4e catégorie qui concerne les équipes technologiques, avec un formidable potentiel pour accompagner les équipes de développement, notamment, mais pas uniquement, aussi les équipes de gestion des données, grâce à l'IA générative. Donc oui, l'adoption a démarré, avec peut-être un point important à constater, c'est que la majorité des dirigeants sont bien conscients que l'IA générative amène un potentiel important, mais aussi présente un surcroît de risque par rapport à l'IA traditionnelle. Et là, par contre, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que moins de 20% des entreprises ont commencé à mettre en place des politiques spécifiques pour adresser ces risques. Donc il y a une adoption rapide, voilà. Mais donc, attention, des précautions à prendre. Peut-être à ne pas aller trop vite, mais c'est quand même un booster de stratégie IA, ces IA génératives. Vous avez senti un effet ChatGPT? Ouais. Indéniablement, pour rebondir sur ce qui a été dit, le sujet de l'IA est revenu sur le desk de nos dirigeants, et ça c'est super précieux pour nous tous qui sont dans la salle et qui travaillons sur ces sujets. Et tu l'évoquais, Mick, tout à l'heure, voilà, un Chief Data Officer, il doit toujours remettre ces sujets data sur le devant de la scène, et pour ça, l'IA générative a été un très grand booster. Donc c'est très précieux, oui. Ça impose une nouvelle organisation, de se mettre en focus IA générative. Comment est-ce qu'on articule ça au sein des organisations, Claire? Alors d'abord, je parle un peu pragmatiquement. Quand on met en place de l'IA générative pour toutes nos fonctions, support, RH, achat, etc., il faut d'abord commencer par sécuriser cet environnement, histoire que nos données, nos prompts et nos réponses ne partent pas sur le bien commun. Donc c'est la première chose qu'on fait en termes d'organisation. On se rapproche de l'IT, de la cybersécurité, pour avoir un environnement
safe où les collaborateurs vont pouvoir poser toutes leurs questions, partager des parties de contrat, partager des bouts de code. Et ça, c'est la première chose à faire. C'est la première chose qu'il faut faire, mais qu'on ne fait pas visiblement, d'après ce que nous dit Stéphane et les retours de ses études McKinsey. Que peu de font, mais ouais. que vous avez entamé. Oui, on l'a entamé parce qu'on a un peu monitoré ce qui sortait sur ChatGPT de nos collaborateurs. Sans faire de la surveillance, on s'est quand même aperçu qu'il y avait pas mal de données confidentielles qui sortaient. Donc on s'est dépêché de monter un environnement sécurisé, cloisonné. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est vrai qu'avec le buzz autour de l'IA générative, moi, je vois défiler tous les directeurs métiers dans mon bureau, ce qui est assez chouette, en fait, parce qu'au début, on se focalisait sur des sujets cœur de métier, sur le traitement de l'eau, le traitement des déchets. Et là, je vois le directeur de la stratégie, du marketing, des RH. Et là, je leur dis, il va falloir un petit peu de moyens quand même pour vous accompagner sur tous ces sujets-là. Et justement, c'est pas la même chose d'être organisé pour travailler sur le sujet d'intelligence artificielle et de travailler pour des sujets d'intelligence artificielle générative, Guéraude? C'est pas exactement le même défi? Pas tout à fait pareil. En fait, ça a été évoqué tout à l'heure, une grosse différence entre le temps long et le temps court, j'ai envie de dire. On a tous testé, on connaît tous les IA génératives qui nous répondent en instantané. Et le temps des stratégies data est, lui, un temps très très long, on l'a dit. Transformer les pratiques métiers, transformer nos IT, nos infrastructures, faire en sorte que les gens intègrent la bonne consommation, la bonne production de la donnée et comment l'IA peut impacter leur métier. Tout ça, c'est du temps très long. Changer une culture dans une entreprise, voilà, c'est du pas à pas, on l'a dit tout à l'heure. Et cette dichotomie entre ce temps très court et ce temps long et notre quotidien, voilà, on navigue entre les deux et c'est toute la beauté de ce métier. Oui. Mick, une réaction? Il y a quand même une autre différence notoire qu'il faut qu'on évoque, je ne crois pas qu'on en ait encore du tout parlé, c'est la nature même des données. Jusque-là, quand on parlait d'IA avec du machine learning, on était sur des données encore structurées qui rentrent dans nos bases de données comme dans des tableaux Excel avec des lignes, des colonnes et principalement des chiffres. Avec le deep learning, certains ont un peu tâté du doigt le fait de faire du NLP, du Natural Language Processing, ou de traiter des images, mais ça restait très confidentiel. Là, d'un seul coup, la matière première, c'est les données non structurées. Les données non structurées, c'est entre 70 et 90% des données de l'entreprise, donc c'est un patrimoine vraiment important. On a enfin un moteur pour pleinement valoriser ces données. Mais quand on voit tous les efforts qu'on a eu à faire en 30 ans sur la gouvernance des données structurées, finalement assez simple à gérer, eh ben vous allez devoir faire les mêmes efforts dans les années qui viennent sur les données non structurées, qui vont être beaucoup plus compliquées à gouverner. Un exemple que je ne vous conseille pas de reproduire dans l'entreprise. Des livres ont poussé comme des champignons sur Amazon. Vous savez que vous pouvez auto-éditer vos livres sur Amazon. Et en l'occurrence, quelqu'un a auto-édité un livre sur les champignons et il s'est aidé de ChatGPT pour écrire son livre. Et je vous le donne dans le mille, il vous conseille allègrement de déguster certains champignons qui se révèlent mortels. Donc je vous conseille de bien traiter les données non structurées qu'on va donner en entrée de toutes ces IA génératives. Sinon, on va commencer à conseiller des choses complètement absurdes à nos clients, à nos collaborateurs. On va les guider dans des process qui ne sont pas les bons et ça va être encore plus néfaste. Donc le sujet de la qualité des données non structurées, de la gouvernance de toutes ces données va être, je vous le prédis, bouillant pour les années à venir et va certainement nous occuper dans les équipes data pour les décennies à venir. Je suis prêt à vous en faire le pari. Donc on va plutôt renforcer ces équipes data. Moi, quand je vous entends parler, je me dis qu'on va plutôt aller vers plus d'emplois. Quelle est votre vision sur ce sujet chez McKinsey? Puisqu'on a entendu aussi Jean-Noël Barrot nous dire qu'il faut arrêter avec les études catastrophistes sur l'impact des IA génératives sur l'emploi. Alors, on peut prendre le sujet sous deux angles, bien entendu. Le premier, c'est celui des talents au service du développement de l'IA générative. Et puis après, il y a l'impact de l'IA générative sur l'emploi. Si on prend le premier aspect, on a observé, et là on suit des statistiques depuis sur plusieurs années, que même si la tension sur le marché
des experts de l'IA a légèrement baissé depuis un an et demi, du fait notamment de la contraction d'effectifs dans un certain nombre de grandes entreprises de la tech, qui a eu un effet indirect. On reste quand même dans un marché très tendu, avec 3 types de profils. Des profils pour lesquels la demande a un petit peu baissé, c'est les profils de type data engineer, data scientist. Des profils pour lesquels la demande se maintient, voire augmente légèrement, notamment les MLOps engineers, qui vont jouer aussi un rôle évidemment dans l'IA générative. Et puis on voit émerger une nouvelle génération de profils qui n'existait pas avant, comme par exemple des prompt engineers ou des spécialistes en ingénierie logicielle dans le monde de l'IA. Pourquoi? Parce qu'avec l'IA générative, on ne se contente pas en fait de développer un modèle. En réalité, on développe des applications complexes. Et donc, on a besoin de compétences additionnelles par rapport à, entre guillemets, à l'AI analytique. Donc, le marché des talents autour de l'AI continue à croître avec de nouveaux profils qui émergent. En ce qui concerne l'impact sur l'emploi, dans les dernières enquêtes qu'on a faites, la très grande majorité des entreprises ne prévoient pas une décroissance de leurs effectifs liés à l'adoption de l'IA. Alors, il y a quand même quelques exceptions, mais c'est moins de 15% des entreprises, 15 à 20% des entreprises. Tous les autres, en revanche, prévoient un impact important sur les compétences et donc anticipent un effort de reskilling, upskilling très significatif. Ce qui est d'ailleurs intéressant de regarder, c'est que on a pu démontrer une corrélation entre les entreprises qui génèrent le plus de valeur avec l'IA et celles qui investissent le plus dans l'upskilling, reskilling de leurs talents en parallèle du déploiement des modèles IA. Très clairement, si on veut aller chercher la valeur, au-delà de tous les aspects technologiques qu'on a évoqués, des enjeux autour de la qualité de la donnée, il y a un enjeu d'accompagnement du changement, côté métier, dans les équipes. Et quand cet enjeu est bien traité, quand on fait l'effort d'upskilling et de reskilling, là, on va chercher le plein potentiel de l'IA dans une logique, finalement, qui n'est pas une logique d'automatisation simpliste des tâches, mais plutôt d'augmentation des capacités des collaborateurs. Oui, donc on va faire les former au data mesh, Mick, ces équipes. Ah, on y vient. Alors, donc, le data mesh, en quelques mots, c'est le modèle pour l'entreprise data-driven. C'est vraiment un modèle complet pour déployer l'entreprise data-driven dans toutes ses dimensions, que ce soit technologique, bien sûr. D'ailleurs, beaucoup réduisent le data mesh à une approche technologique et je pense que c'est une erreur. Mais aussi, je n'ai pas donné le titre de votre livre blanc, enfin que vous avez coordonné. Data Mesh, Spider-Man vous guide vers l'entreprise data-driven. Qu'est-ce qu'il vient faire Spider-Man là-dedans? Qu'est-ce que vient faire Spider-Man? Mais oui. Quelle question, Delphine? C'est le super-héros le plus agile de la galaxie. Et il est très très fort en plus. Et Spider-Man, surtout, il envoie des toiles. Et donc, un ensemble de toiles forme un mesh, un maillage. C'est pour ça qu'on a pris cette image de Spider-Man. Il nous faut un super-héros pour cette transformation de l'entreprise, puisque je le disais, c'est de la tech, mais c'est aussi de l'organisation, c'est aussi des nouvelles méthodologies, c'est aussi des nouvelles approches de gouvernance. Et c'est ça qui est passionnant dans ce concept du data mesh, c'est qu'il embarque cette vision globale de l'entreprise data-driven. Et on n'a pas là un énième modèle qui vise uniquement à être technologique. Si vous voulez tout savoir sur le data mesh, il faut que vous veniez demain à 11h30 en salle 6, puisque j'anime un atelier avec Spider-Man, bien sûr, sur le data mesh. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que... Donnez quand même quelques ouais, je vais quand même donner pistes de ce que vous allez présenter demain. Pistes, exactement. Ouais. Donc toutes les entreprises, enfin énormément d'entreprises sont en train d'adopter le data mesh. Et on peut peut-être faire un petit sondage. Qui a déjà entendu le terme data mesh dans la salle, si vous pouvez lever la main? Voilà, il y a du monde. Ah, c'est bien. Ouais. Qui est en train de déployer le data mesh d'une manière ou d'une autre? Ouais. Allez, venez demain à 11h30. J'ai pas vu. Et j'ai une troisième question bonus. Qui trouve qu'il fait trop froid dans cet amphithéâtre? À vous aussi, ok. Ah, mais ouais, je vais. Ils mettent les couvertures et tous les gens devant nous là. C'était un petit message de service. Alors sur le data mesh, pour en dire quelques mots, il y a 4 piliers en fait qui composent vraiment ce modèle. Le premier pilier, il est organisationnel et il vise à redistribuer la responsabilité de l'exploitation des données. En fait, jusqu'à maintenant, on a trop cherché à la centraliser sur une équipe à l'IT, à la DSI, parfois dans le data office, alors qu'on l'a dit tout à l'heure, il faut que la prise de décision elle soit ramenée au métier. Donc l'idée est de décentraliser en créant des domaines de données, et ces domaines de données, les mettre au plus proche des métiers et de les staffer avec des fonctions, pourquoi pas même des data engineers, data architectes, des data scientists pour valoriser pleinement les données. Deuxième pilier, il est sur la méthodo.
L'objectif est de ne plus faire des projets ou de fournir des tables ou des reporting, mais de créer des véritables produits de données qui embarquent avec eux l'ensemble des éléments, y compris la manière dont on accède à ces produits. On le disait, c'est le frein numéro 1. Troisième élément, je vais très vite, où je vous fais les deux derniers d'un seul coup. Ces deux éléments qui viennent fédérer, par contre, les efforts, pour pas qu'on reparte dans une nouvelle tragédie des silos. On vient fédérer et la plateforme de données, toutes les technologies, et on vient fédérer tous les efforts de gouvernance pour qu'on en ait une animation commune à travers l'ensemble des domaines de données. Et donc le Data Mesh propose une vision à la fois distribuée et fédérée, et c'est un véritable modèle pour l'entreprise data-driven qui veut remettre finalement le pouvoir de la data directement dans les mains de ceux qui en ont le plus besoin, les métiers. Data Mesh, Claire, vous êtes d'accord, c'est l'objectif à viser? Alors oui, on est en train de le mettre en place chez Suez, doucement. Donc vous avez levé la main à la question. Oui, je l'ai vu, je peux témoigner. Et en fait, la première chose à faire, je crois, c'est de s'adapter au niveau de maturité des équipes métiers. Il y a des équipes qui ont juste besoin de reporting. Je vous donne un exemple, hein, les RH, ils ont besoin d'avoir le nombre de femmes dans les fonctions de direction, la répartition de l'âge, etc. On peut se limiter à leur donner des rapports et ça leur suffira. Mais si on adopte un peu la stratégie Data Mesh, on va leur dire, je vais vous donner à la place des rapports, je vais vous mettre à disposition des données. À vous de faire vos propres KPI et à vous de regarder ce qui vous intéresse. En général, là, ils vont avoir enfin, avec ce Data Mesh, les moyens de créer leurs propres outils, leurs propres KPI en fonction de leurs compétences métiers. Donc là, ils vont commencer à se dire, bon, bah, est-ce que j'ai trop de femmes ou pas assez de femmes, plutôt pas assez en général d'ailleurs, qui vont avoir le potentiel de monter dans les échelons de l'entreprise. Et l'étape d'après, si on leur donne la main, ça leur donne des idées et ils se disent là, mais je vais peut-être avoir besoin de toi, Claire, de l'IA pour essayer de me prédire ce qui va se passer dans le futur. Est-ce que dans le futur, on aura assez de femmes pour ces postes de direction? Quel est le chemin de compétences à prendre pour les faire monter en compétences? Et ça demande de l'IA. Et donc le Data Mesh, il doit s'adapter à toutes ces formes. Il y a des équipes qui n'ont pas encore la maturité pour aller plus loin que ces outils de visualisation. Mais il y en a plein, et ceux-là, il faut aller les chercher. Et il y en a partout dans l'entreprise qui ont plein d'idées sur ce que pourrait faire la data, et ça serait quand même dommage de les laisser entre les mains de l'IT. Donc voilà, c'est pour ça que je suis fan du Data Mesh. Je me sens un peu seule dans l'entreprise. On est quelques dizaines sur 44 000 à être convaincus, mais je pense que ça viendra au fil du temps. Guy Rode, Natixis est en charge des métiers globaux de la BPCE. Le big data, donc c'est un sujet majeur pour toutes ces activités autour de la finance. Comment est pris ce sujet en particulier de l'IA? Et puis vous, en tant que CDO, comment vous chargez de déployer cette feuille de route? Alors, essayer de donner des exemples concrets, de voir comment on peut avancer concrètement. Alors c'est métier first, encore une fois. Hein, la conviction, c'est de se dire que ce sont les gens des métiers qui savent comment utiliser au mieux l'IA. Dans nos métiers financiers, les mathématiciens super forts dont on parlait tout à l'heure, on les a depuis toujours. Hein. On a des analystes quant, on a des gens qui font des pricing sur les marchés financiers et qui du coup utilisent l'IA comme ils utilisaient avant d'autres modèles mathématiques et s'augmentent comme ça. Et c'est ce mouvement-là qu'on accélère et qu'on accompagne du coup dans l'ensemble des métiers. L'analyse des risques, la finance, la RH qui a été citée tout à l'heure, la connaissance client, etc. Donc c'est vraiment, ça part du métier. Et après, pour rejoindre ce qui était indiqué tout à l'heure, il faut évidemment une vision globale top-down qui disent ok, c'est là qu'on met la priorité parce que sinon on s'éparpille effectivement et tout ça est moins efficace. Donc après avoir passé plusieurs années à faire monter des cas d'usage dont plusieurs se retrouvaient sur les étagères, on connaît un peu ça tous. Là l'idée c'est d'avoir une trajectoire plus claire d'un point de vue top-down pour avancer sur la base de ces idées métiers. Pour accélérer, pour gagner en maturité, il faut donc une vision stratégique et puis le développement de cas d'usage autour de cette vision. Est-ce que vous avez d'autres leviers à partager là autour de ce sujet de l'accélération des cas d'usage?
Peut-être ce qui est intéressant, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a à peu près 55% des entreprises qui ont commencé à investir dans l'IA, mais quand on creuse un peu l'impact qui a été généré, il y en a moins de 10% qui reconnaissent un impact très significatif dans leur résultat net. Parce qu'on n'a pas encore réussi, dans la majeure partie des cas, à générer de l'impact à l'échelle. Alors pourquoi? L'approche stratégique, évidemment, c'est un premier élément majeur. Prioriser les cas d'usage. Souvent, à peine 20% des cas d'usage amènent 80% de la valeur. Et donc, si on passe beaucoup de temps sur tous les cas d'usage, on se disperse. Mais derrière ça, il y a un deuxième volet qui est un peu moins visible. C'est quand on creuse un peu, les champions de l'IA investissent 60% au moins de leur budget IA sur des cas d'usage pour de la génération de revenus, alors que chez ceux qui sont plutôt retardataires, l'essentiel de l'investissement est fait sur des cas d'usage d'automatisation et de baisse de coûts. Donc il y a vraiment une orientation très différente. D'un côté, on cherche à développer notre activité, on utilise l'IA au service du développement. De l'autre côté, on va chercher l'IA, on va utiliser l'IA pour avant tout faire de l'automatisation avec un potentiel de création de valeur qui est moindre. Après, les autres leviers, on les a évoqués, les talents, la qualité de la donnée. Je pense que c'est intéressant de parler aussi de la conduite du changement et de l'intégration dans les processus métiers. Là aussi, les champions de l'IA, on a observé que chaque fois qu'ils investissent 1 euro dans un modèle, ils investissent 2 à 3 euros dans le change pour déployer ce modèle. Les retardataires investissent, quand ils investissent 1 euro dans un modèle, en général, ils investissent moins d'1 euro dans le change management qui va avec. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a un petit peu de temps quand même pour y répondre. Vous voyez des mains se lever? Oui, j'en ai vu une. Bon, moi, je vois plusieurs personnes congelées qui n'arrivent plus à lever leurs mains perso. Même. Ça me fait penser à votre livre, Mick. Sortez vos données du frigo. Ah oui, j'ai une obsession avec la température, moi. Bonjour, du coup, je sors du frigo. Vous avez mentionné un système de décision top-down pour faire utiliser l'IA générative. Et en parallèle, dans le data mesh, le premier pilier, c'est l'organisationnel au niveau des métiers pour bien la récolter et l'orienter. Comment est-ce qu'on va trouver un équilibre entre le top-down et l'entendement des métiers sur ce qu'il est possible de faire en termes d'exploitation de la donnée et comment la conserver et la magnifier? Alors, si on repart de mon vieux prof d'économie, donc qui avait effectivement l'approche top-down en balayant l'escalier par le haut, ça ne se vérifie pas complètement dans la data, effectivement. Ce qui fonctionne bien, en réalité, c'est de faire les deux, clairement. Et même si on veut faire dans l'ordre optimal, à mon avis, de mon expérience, mais ça peut être totalement challengé, c'est de parvenir à avoir assez rapidement un cas d'usage qu'on va pouvoir montrer. On accompagne actuellement une entreprise de distribution et on leur a proposé d'abord de faire un démonstrateur à petite échelle, mais d'avoir quelque chose de très concret. En parallèle de quoi, on évalue aussi la maturité data de l'entreprise pour comprendre donc d'où elle vient, c'est ma grand-mère. Et ensuite, avec ça, on va voir le CODIR, le COMEX de l'entreprise, en leur montrant à la fois là où on peut aller, en leur montrant que ça peut être une réalité, parce qu'il y a ce démonstrateur, et puis en montrant toutes les voies de progrès qui sont à entreprendre. Et donc, par cette double approche, on parvient un peu à prendre en étau, à commencer à engager une transformation des collaborateurs, des processus et des modes de travail du quotidien, et en même temps à en avoir une approbation du CODIR, du COMEX, une approbation, je te rejoins de ce que tu disais tout à l'heure, moi je trouve qu'il manque beaucoup d'ambition. Alors, je prêche un peu pour ma paroisse, évidemment, je suis professionnel de la data, de l'IA, je vois tous les jours les bienfaits que ça amène, mais je trouve vraiment que les entreprises manquent d'ambition quant aux moyens qu'elles allouent, dans énormément de cas, pour placer la data et l'IA au cœur de leur stratégie, là où il y a énormément de valeur à créer. On a donné plein d'illustrations, quoi. Ça va venir, hein, Mick. Il faut être patient, en fait. Je suis avec toi. On va y aller ensemble. Et Guiraud, vous aviez une question pour Claire. Oui, j'avais une question pour toi, Claire. Quel est le meilleur levier que tu aies pu utiliser sur tes sujets d'IA et le plus gros succès que tu as pu avoir? Enfin, le meilleur levier, du coup. Le meilleur, alors, ça répond à votre question. En fait, il y a l'approche top-down et il y a l'approche bottom-up. On a trouvé une idée qui venait d'un directeur d'une usine pour mettre en place de l'IA et l'aider à améliorer la perf de ses usines. Et en fait, ça a pris quand même deux bonnes années à monter ce cas d'usage. D'ailleurs, on sera au trophée demain
de IA for Good, on est sélectionné. Et ce projet, en fait, il a bien fonctionné parce qu'il est très utile pour les exploitants de nos usines et il est très innovant aussi. On fait des choses qu'on n'avait jamais fait avant chez Suez. Et ça donne des étoiles dans les yeux de tous les directeurs qui maintenant veulent faire pareil. Donc, il ne faut pas attendre que le COMEX, le CODIR investissent des budgets multipliés par 2. Ça prend un peu de temps, surtout en ce moment, c'est pas vraiment la mode. Mais pour faire des cas d'usage qui servent à quelque chose et qui embarquent les exploitants, les directeurs d'usine avec nous. Ça sert d'exemple et ça marche très bien. Une autre question du public? Oui, devant, merci. Bonjour à tous et merci pour cette exposition. Ma question reviendra sur le data mesh. Donc avec le risque de resiloter parce qu'on veut justement déléguer vers les métiers, les rendre indépendants sur l'utilisation de leurs données, est-ce que vous n'avez pas peur justement que ça recrée des silos au niveau de la technologie de l'entreprise et comment vous gérez cette question? Alors sur le data mesh, pour bien le redire, on a 2 piliers qui viennent effectivement distribuer l'information, la décentraliser, et puis 2 piliers qui viennent vraiment la fédérer. Et donc parmi les éléments fédérateurs, il y a la plateforme, les technologies. Effectivement, il y a eu de grands efforts de rationalisation des technologies dans les grandes entreprises notamment ces dernières années qu'il ne faudrait pas faire voler en éclats. Donc on va construire tout ça sur une unique plateforme qui doit être très rationnelle, très efficace et très agile pour répondre aux différents éléments. L'objet n'est absolument pas de revenir à l'ère que j'appelle du data chaos, donc avant même qu'on ait construit des data warehouses et compagnie, mais bien de parvenir à tirer un maximum de valeur en engageant tous les métiers et en même temps en fortifiant les fondations qu'on a. Donc ce n'est pas du tout antinomique, c'est un modèle distribué et fédéré. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Stéphane? Peut-être oui, sur le data mesh et en lien avec la question précédente. Le data mesh doit être une réponse pragmatique à une utopie qui a été décrite tout à l'heure, qui était je vais réussir à regrouper toutes mes données dans une base centrale et une équipe centrale dans un grand groupe multi-géographie, multi-business unit va être capable d'assurer le bon niveau de qualité sur ces données. Ça, c'est évidemment pas réaliste. Toutes les entreprises qui ont essayé ont eu de grandes difficultés pour arriver à un niveau de qualité de données. Finalement, le premier principe de base du data mesh est essayons de faire en sorte que la responsabilité de l'amélioration de la qualité de la donnée soit le plus proche possible de la source de création de ces données. Donc on la décentralise. Par contre, on s'appuie sur une infrastructure partagée qui va permettre, et sur un modèle normalisé qui fait qu'à l'arrivée, la donnée, elle peut être exploitée à l'échelle de l'ensemble de l'entreprise. Pour concilier le top-down et le bottom-up, il faut se dire la chose suivante, c'est que normaliser, assurer la qualité de la donnée à l'échelle d'une entreprise, c'est un travail gigantesque qui prend des années. Il faut définir des priorités. En ayant fait un bon travail stratégique d'identification des cas d'usage à fort potentiel de création de valeur, on peut en déduire les domaines sur lesquels il faut normaliser et assurer la qualité de la donnée en priorité, et du coup on peut se focaliser sur ces domaines-là de façon à servir ces cas d'usage. Et c'est une façon, donc on le voit bien, de déterminer par où commencer, et ensuite on s'appuie sur une approche data mesh pour aller assurer le bon niveau de qualité de normalisation sur ces données. Claire aussi, vous vouliez réagir, non, sur cette question de data mesh? Je voulais juste dire que dans le data mesh, le but, c'est que ces produits de données soient accessibles par tout le monde. Donc il y a ce travail de standardiser l'accès aux données et de donner des moyens d'accéder aux données facilement avec des API et des choses à l'échelle du groupe. Donc on ne cloisonne pas, on décloisonne. Une dernière question? Merci. Je voulais revenir encore une fois sur le risque de se retrouver avec des domaines silotés. En fait, le deuxième principe du data mesh, c'est justement le data as product. En fait, c'est là où on compte sur les métiers justement pour promouvoir leur data product. Mais on court quand même le risque de se retrouver avec des métiers qui vont répondre à leurs besoins et négliger une part quand même très importante, toute la part, la documentation du data product qui va permettre à d'autres métiers d'accéder à ce data product-là. Et donc, du coup,
je me permets de dire que je ne suis pas très d'accord avec vous. Il y a quand même ce risque-là, moi, je le vois. Et du coup, pour y pallier, est-ce qu'il ne vaudrait pas renforcer d'autres rôles centraux par exemple, un architecte qui pourrait valider, architecte donné qui pourrait valider tous ces nouveaux data products. Voilà. Merci. Intéressant, c'est aussi une question peut-être d'organisation. Qu'en pensez-vous? Oui, grave, c'est clair. Moi, je suis d'accord à peu près avec tout ce qui a été dit sur le fait qu'il faille y aller pas à pas, prendre en compte la maturité de chacun. Je suis d'accord avec les risques que vous dites. Bien sûr, il y en a. Néanmoins, il faut y aller. Dans toute démarche, il y a eu des risques, et tu rappelais, Stéphane, les risques du data-centric et les dégâts que ça a pu causer aussi. Donc oui, il y a des risques, mais il va falloir éduquer, il va falloir expliquer à chacun des domaines de données qu'ils ont des droits et des responsabilités, qu'ils agissent en tant que consommateurs, mais aussi en tant que producteurs. Et puis, il va falloir s'appuyer sur ces fonctions centrales, vous l'avez dit effectivement, donc notamment la fonction de gouvernance qui, elle aussi, doit être fédérée. Les Chief Data Officers vont de plus en plus travailler là-dessus pour animer ce collectif, pour s'assurer qu'on a un bon niveau de qualité. Il va falloir mettre en place aussi des KPI pour la démarche Data Mesh. Il y aura certainement un KPI sur la documentation des data products qui sera à mettre en place, etc., pour s'assurer qu'on va dans le meilleur axe possible. Très rapidement, Stéphane. Un dernier petit mot pour dire que Generative AI est aussi là pour aider sur ce sujet. Ah oui. Il y a un certain nombre d'outils qui sont en train d'être développés, qui visent justement à standardiser, harmoniser la façon de générer des data products et qui permettent du coup d'assurer, même si c'est très décentralisé, ce modèle data mesh, voilà, un niveau homogène. Je vous invite à aller voir notamment, par exemple, l'outil qui s'appelle Generative AI for DataOps, qui est un bon exemple de ce qu'on peut faire dans ce domaine. Bon, en tout cas, au vu des questions dans la salle, quand même, j'ai l'impression que le niveau de maturité n'est pas si mauvais. Hein. Merci beaucoup pour vos éclairages.